Là, on a le vent dans les voiles, à fond les ballons. On le répétera jamais assez. Mais quand tu fais des erreurs sur des baux de 10 ans, ben, l'erreur, elle dure longtemps. Location, location, location. Une chose qui est certaine, c'est qu'on n'est pas éternel. Ça me force à bien m'entourer. Ça me force à maximiser mon temps. Fait que j'ai pas le temps de niaiser. La stratégie, c'est de choisir ce que tu feras pas. Fait que tu travailles, mettons, combien d'heures par semaine? Quand ton visage, c'est 100% de la marque, il y a un risque d'épuisement. Puis c'est souvent ça, les décisions qui sont difficiles en entreprise, c'est quand tu décides que tu restes dans ton ego, à savoir si c'était une bonne idée de sortir de ce que tu faisais parce que c'était pas ton core. Ça l'est devenu parce que c'est 80% de nos ventes aujourd'hui. Quand c'est le travail de tout le monde, ça devient le travail de personne. David's Tea, Mondou, Mandy's, La Cage. Là, je fais pas rien que name drop des grosses marques bien établies ici. Ce qu'ils ont en commun, ces entreprises-là, c'est qu'ils ont toutes fait affaire au talent. De notre invité aujourd'hui, on reçoit Vanessa Frashbou, experte en stratégie d'expansion, experte en branding, en planification stratégique. Aujourd'hui, PDG de groupe DMV. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. La question que je me pose, c'est quoi un brand? Oh là là, hein? On commence, on part rough. Un brand, c'est, dans le fond, c'est l'empreinte que ton produit, que l'entreprise que tu as créée va laisser chez les gens. Donc, un brand, c'est ce qui se vit, c'est l'émotion, c'est ton produit, c'est la constance, c'est ce que les gens vont ressentir quand il n'y a plus personne dans la pièce puis qu'ils vivent seuls avec ton produit. Pour moi, c'est ça une marque. Une marque, je te dirais même, là, il y a différents niveaux de marque, mais ce que tout entrepreneur devrait viser, c'est de créer des love marks. Les love marks, parce que là, vous allez me dire, OK, mais là, Vanessa, c'est quoi une love mark? J'étais encore stické aux 4 noms qu'il y a name droppé. Je pensais que c'était des nouveaux commanditaires. J'étais assez excité. Peut-être un jour. Mais la love mark, c'est quand, comme par exemple, on va dire Kleenex au lieu de papier mouchoir. Okay. C'est quand on va utiliser frigidaire au lieu de... Je sais même pas c'est quoi, un réfrigérateur. C'est quand qu'on va aller utiliser la marque pour définir un produit. C'est comme lorsqu'on dit qu'on va chez Mondou. Je me rappelle, à l'époque, quand je travaillais là, souvent, les gens me disaient qu'ils allaient chez Mondou, puis finalement, ils allaient au Safari à la place Versailles. Fait que c'était tellement fort dans l'imaginaire des gens que ça remplace le nom d'un produit. Fait que ça, c'est pour grâce moi, c'est à ça, toi. un brand. Que le monde allait au Safari puis qu'il se trompait. Ça, c'est un win, dans le fond, quand c'est un win, mais là, je te dirais que c'est le travail de toute une équipe là, pour pouvoir créer des marques aussi fortes que ça. Puis moi, j'ai contribué. OK. Ouais. Bon, fait que grosse question pour partir, mais mettons, pour nous mettre en contexte, une feuille de route impressionnante. Là, c'était comme le LinkedIn, c'est quand même... c'est ça, c'est impressionnant. Est-ce que à travers ton parcours, tu pourrais me dire que, mettons, les petites golden nuggets que tu aurais... appris et retenu d'une marque à l'autre. Fait que, mettons, chez David's Tea, quel truc t'as été le plus fier d'implanter, puis après ça, que t'as pu peut-être ramener dans les autres marques avec lesquelles t'as travaillé? Je dis souvent que les marques dans lesquelles j'ai travaillé, ça a comme été des eras, des eras. Donc, dans le temps de David's Tea, c'était vraiment au niveau de l'excellence opérationnelle. Puis là, j'ai appris comment on scale une marque vite, très vite, même peut-être trop vite, parce qu'on se rappellera, c'est une marque qui est devenue forte très rapidement. Le thé, c'était pas populaire du tout. Mais d'un point de vue de branding, le nom, la couleur était forte. Surtout pas le thé aux fruits, là, tu sais. Mais oui, avant c'est ça. Les buveurs de thé buvaient du vrai thé. Là. Oui. Mais David's Tea, c'est parti ici? Oui, à Montréal. Okay, David Seagull. C'est l'été David. L'été de David. Je comprends. OK, ouais. Mais anglophone. Donc, c'est montréalais anglophone. OK. Le premier a ouvert à Toronto. Mais ceci étant dit, après l'expansion, c'est fait quand même majoritairement au Québec. Là, il y a eu un engouement assez fantastique. Moi, je travaillais dans les opérations à cette époque-là. Donc, j'ai beaucoup appris sur moi comme leader, mais j'ai beaucoup aussi appris sur la marque, sur le pouvoir d'une marque. Puis après, chez Mondou, je te dirais que ça a plus été dans le raffinement de la stratégie d'expansion. Puis là, j'ai travaillé sur des acquisitions. Comment faire une refonte de marque. Une refonte d'une marque qui est là depuis 1938, qui doit rajeunir, qui doit suivre. Comment est-ce qu'on fait pour amener cette marque-là sans la peine?
Fait que ça a été plus ma deuxième mère. Eux, à ce moment-là, ils viennent te voir puis ils disent « On a besoin d'aide, voici ton mandat ». C'est comment ça s'est Oui, passé? habituellement, là, dans des rôles seniors, c'est que tu es recruté par de la chasse de tête. Ouais. Ça peut être aussi des recommandations, des références, mais très souvent, c'est de la chasse de tête. Puis, il arrive avec un mandat qui est assez précis. Donc, dans le cas de David T, c'était vraiment de l'exploitation, de l'expansion, puis de l'ouverture massive de magasins. Donc, on pouvait... tu sais, moi, je me rappelle, j'ouvrais... en 2-3 semaines, j'en ouvrais 2-3. Ah ouais. OK. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu dis peut-être trop rapide. Ben oui, puis tu sais, Peut-être. quand tu vas vite, des fois, ben tu peux couper les coins ronds sur cette. Tu n'as pas le choix d'aller plus rapidement. C'est sûr que tu as des choix à faire pour aller plus rapidement. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Mon Technicien. S'il y en a bien qui connaissent le branding, c'est eux autres. À la base, il s'appelait ASY Informatique pour Association Sylvain et Yann, les deux propriétaires. À cette heure, ça s'appelle Mon Technicien parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils sont mon technicien. Va voir en description, ils ont l'évaluation gratuite pour voir une veille technologique de ta business, voir aussi que tu as peut-être des failles parce que le monde, ils vont rentrer dans ces failles-là puis tu vas peut-être être dans le trouble. Mon technicien. Parce qu'une de tes questions que je trouvais bonne, une des 5, non, c'est vrai. Une des Ouais. Non, mais tu disais, tu sais, en forte croissance, qu'est-ce qui prend le bord des fois si tu fais des sacrifices sur ta marque pour essayer de croître des ventes, des ouvertures. Fait que, y a-tu des sacrifices qui ont dû être faits que tu as vus à ce moment-là? Ben à vol d'oiseau, moi, je te dirais oui, là, OK. parce que justement, quand ça va rapidement, puis là, ça dépend, c'est qui tes joueurs autour de la table. Puis autour de la table, je te parle tes investisseurs. Puis c'est quoi les attentes pour la croissance? Parce que c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Parce que si tu as des objectifs de croissance de fou, puis que l'attente, c'est que tu ouvres 60 sites dans ta prochaine année, bien, ouvrir 60 sites, c'est aussi une game de real estate. Puis dans l'immobilier, c'est une question d'opportunité. Puis c'est pas toujours les meilleurs sites qui vont être disponibles dans les 365 prochains jours, mais toi, tu t'es commis à en faire 60. Fait que ça se peut Fait que tu c'est sois dans là un que ça spot, devient dangereux, puis que là, tu décides de faire un compromis sur un site que tu aurais typiquement pas choisi. Puis pour moi, une des parties fondamentales dans le retail, surtout quand tu es dans le brick and mortar, là, le brick and mortar, c'est quand tu as vraiment pignon sur rue, c'est le choix de la localisation. On le répétera jamais assez. Je pense que le PDG de McDonald's le disait, le PDG de Couche-Tard l'a souvent répété, mais c'est location, location, location. Puis dans une forte croissance, ben, tu dois faire des sacrifices, choisir des sites qui finalement, ben, tu fais des erreurs. Mais quand tu fais des erreurs sur des baux de 10 ans, ben, l'erreur, elle dure longtemps. Mais hein? Ouais. Fait que là, mettons, t'es dans une rue de campagne, t'espères qu'il y ait un développement urbain autour. Ben, habituellement, tu as une équipe quand même aguerrie qui fait ses choix, sauf que, je vais te donner un exemple, faire le choix d'ouvrir à Mont-Tremblant. Versus, tu sais, tu as Carrefour Laval, tu vas avoir des galeries à Terrebonne où est-ce que tu as une affluence. Puis là, tu te dis, ben, je vais faire un choix d'affaires. Mont-Tremblant, ça fait du sens parce que c'est une région qui est touristique. Ça va nous donner une visibilité sur le monde, et etc. Sauf qu'il y a d'autres choses aussi pour opérationnaliser une marque, comme ta capacité à recruter. Fait que là, c'est du monde qui sont là. C'est saisonnier, dans le fond, C'est là-bas. saisonnier. Après, ta capacité à recruter, c'est quoi ton bassin autour qui va venir travailler pour toi? S'il n'y a pas d'université en ville, qu'est-ce que tu penses que les jeunes font lorsqu'ils arrivent l'âge d'aller à l'université? Ils quittent la ville. Fait que ton bassin même d'employés est restreint. Puis ça coûte cher. C'est des éléments qui sont... Tu sais, le loyer, c'est très factuel. Là, tu sais exactement ce que ça va te coûter, mais du taux de roulement, ça coûte cher. Ouais, puis est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur le brand? C'est pourquoi tu es allé à Tremblant puis pourquoi tu n'es pas allé à Terrebonne? T'sais? Est-ce que ça, c'était... On avait fait les deux, là. Hey, quand ça peut en ouvre 60. Quand faut t'en ouvre 60, C'est d'ailleurs notre commanditaire. La ville de Terrebonne vend des obligations. Alors, si vous voulez, à 7 Non, c'est pas vrai. On a parlé branding, planification strat, souvent des affaires qui tombent dans le non-urgent, mais très important. Qu'est-ce qui peut te permettre d'allouer du temps à cette case-là? C'est l'argent.
avoir un peu plus de cash flow puis pas courir après le prochain deal. Puis pour ça, il y a Hello Darwin. Hello Darwin, ils vont t'aider à trouver les subventions spécifiques à ton entreprise, ton industrie, dans quoi tu travailles. Va sur leur site, tu vas pouvoir parler avec un chat ou bien avec une vraie personne qui va t'aligner vers les subventions parfaites pour toi. Ça va être de l'argent dans tes poches puis plus de temps dans le cadran. Pas urgent, important. Mais là, c'est ça. Fait que là, après, excuse-moi, parce que j'ai pris des... ça va être de même. Parfait, ça. Fait que là, Poche et Fils avait ouvert une boutique. Ouais, quelques heures. Exact, quelques heures. On avait ouvert le 12 mars 2020. Là, le lendemain, c'était le 13 confinement. mars, ouais. C'était fou, ça. C'était complètement fou. En tout cas... Mais là, on est rendu dans l'histoire, on est rendu chez Mondou. Mondou, nous autres, on a travaillé avec eux une couple de fois parce qu'on fait des poches personnalisées pour des... Mettons, tu veux la photo de ton animal de compagnie, même des T-shirts imprimés. Puis, ils nous avaient aidés beaucoup dans le lancement de ces produits-là. On avait habillé le staff. T'étais-tu là dans ce temps-là? Bien, clairement que j'étais là, parce que moi, j'étais aux opérations. Ah ouais, okay. Puis, c'est Véronique. Oui, c'est ça. Gros shout-out à Véronique. Ouais, top, là, c'était tellement nice de travailler avec elle puis son équipe. C'était vraiment une cool. femme exceptionnelle. Donc, la partenaire en arrière-scène avec Véronique, c'était moi, puisque je dirigeais les opérations. Tout ce temps-là. Donc, tout ce temps-là, tu le sais pas, mais on était... Mais c'était plus Camille, sûrement, qui a parlé à cette époque-là, qui était de notre bord. Là, mais je me rappelle qu'on avait fait un appel au début, un genre de kick-off avec tout le monde, tout ça. C'était fou parce que nous, c'était un gros risque. C'était la première fois qu'on offrait des poches personnalisées. On voulait tester ce produit-là avec un volume intéressant. Eux, c'était à peu près 500 employés qui allaient en avoir, peut-être même plus. Puis c'était hot parce que là, au lieu que tu aies juste, pas juste, mais un chandail écrit Mondou, tu rentres, l'employé porte son chat ou son chien. C'est quand même... Ça crée une conversation. Puis là, c'est là que j'ai appris que pour travailler chez Mondou, il fallait que tu aies un... Ou en tout cas, ça l'aidait si tu un animal de compagnie. C'est peux-tu? Tu t'en as pas, puis tu demandais. Ben oui, puis tu sais, tout à l'heure, tu me demandais, c'est quoi les mandats qu'on te donne quand tu arrives comme PDG? Ben chez Mondou, le mandat, c'était clairement d'aller rechercher tout le côté expérience client, expérience employé qu'il y avait chez David City, parce que David City se retrouvait dans l'indice WOW, année après année. Puis ça faisait partie des aspirations de Mondou de pouvoir vraiment s'élever de ce côté-là. Donc ça a été mon mandat, de vraiment aller transformer l'expérience client-employé de par une panoplie d'initiatives. Puis on était vraiment dans l'ère de la personnalisation à ce moment-là. Je pense qu'on était au balbutiement même du programme Inspire, là, à la SAQ, là, qui te faisait tout choisir tes choses, etc. Puis... nous, on voulait avoir justement une expérience personnalisée pour nos employés et c'est là que Véronique est arrivée avec cette idée-là. Elle était déjà une grande fan de Poche et Fils puis de dire à quel point ce serait cool que pour nos uniformes, les employés puissent porter un chandail avec la photo de leur animal. Donc, j'ai encore mon chandail. Je veux juste te dire. Mais j'aurais dû le mettre il y a plus de 10 ans, ce chandail-là. C'est Charlie. Mais là, encore un nouveau. Non! Ça, c'est du sport, là. Il sort ça en dessous du divan. Ça fait genre 2 mois que dans le dessous du divan, on avait hâte de te la donner. Ben oui, c'est notre... ça sera pour tantôt. C'est-tu la même photo? Ben non, mais là, c'est différent. On est allé scraper ton Facebook. Oh non! Il est incroyable! Ah, mon Charles! Ben oui. C'est toi qui as commandé un chandail Charles puis qui n'a pas précisé les photos? Non. Fait que ça, on te remet ça. Si jamais c'était pas la bonne grandeur, on va s'arranger pour en faire un autre. Parfait, là, il est mais on l'a fait un peu plus grand pour dormir. Ma blonde adore avec des rétro-poils devant. Non, je vais... ça, clip date. Tu comprends pas? Je vais le mettre avec un veston. Là. C'est ça la mode là, maintenant, exécutive. Mais ce qui est T-shirt, veston. Ce qui est fou, c'est que Mondou, je pourrais même dire que ça a sauvé Poche et Fils. Ça a aidé. Mais si je l'exagère, parce que la personnalisation de produits, c'est rendu. Parce qu'au début, on l'offrait juste parce que là, on était comme, tu sais, niveau brand, on était comme, si tu risquais de permettre au monde de mettre n'importe quoi sur une poche. Ouais. Tu sais, parce que les photos que tu prends dans ton sel sont pas toujours belles. Fait que là, on limitait à. Ça s'appelait même. Comment ça s'appelait? C'était une affaire de. J'ai même plus le nom. Porte-photo? Non, une autre affaire. Okay. En tout cas, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était juste pour les animaux de compagnie qu'on l'offrait. Tu pouvais pas mettre d'autres photos, mais en fait, tu pouvais, mais on t'incitait pas à le faire.
comme ça limitait parce que, tu sais, notre étiquette est à côté. Là, si tu mets un étron en feu sur ta photo, là, tu sais, c'est comme pour le brand, ça l'a fait, là, non? Tu sais que. Quoi? On n'avait pas pensé à ça, mais ça a fait partie des questionnements. Quand on a voulu faire ça, c'était comme. Puis il y a. Là, ça doit faire 15 ans, 10 ans. Qu'on existe. Je pense en 2016. 2016. Ah non, qu'on a fait ça? Ouais, 2016, genre 2019, 2020 même, ouais. Ah, ouais. Ouais. Le temps passe vite, hein? Ah, ouais, le temps passe T'es même vite. rendu avec 2 enfants. Mais oui. Puis, à l'époque, moi, je disais que mon chien, c'était mon enfant. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis comme un peu gênée. Mais on peut t'en je faire l'aime avec les comme photos de tes filles Non. aussi. Il y en a qui... Mes parents, moi, ils l'ont avec mon fils. Là, Écoute, c'est un mon autre level Charles, quand il est t'es comme un peu grand-parent. délaissé depuis que j'ai Ouais. des enfants. Fait que si je peux le porter sur mon chandail ouais. puis être fier, il va être vraiment content. Mais Fait non, que ça, c'était- mais tu Ça, dis... c'est le deuxième produit que Mondou Oui, a aussi. incité. Ben, on a fait de quoi récemment avec il y avait un produit qu'il voulait introduire dans différents magasins, puis il voulait une initiative Drive-Through Store. Puis le monde pouvait gagner ça, les genres de 100 premiers acheteurs qu'on le faisait. Mais oui, mais attends, mais t'as dit c'était un questionnement que vous aviez. ben, c'est de parce trucs qu'à personnalisables. l'époque, tu sais, comme employeur, puis le modèle d'autonomisation puis d'empowerment en leadership, c'est quand même assez récent. Là. Ça fait comme 10-15 ans qu'on fait confiance à nos employés. Puis même à cette époque-là, on avait peur justement que quelqu'un mette... c'était pas un étron en feu comme ce que tu as dit, mais si quelqu'un mettait une photo nue ou quelque chose de déplacé ou On en a utilisait, bloqué, nous puis là, autres. Tu sais. y avait-tu des choses déplacées? Mais pas de vous. Non, pas de Mais vous. tu sais, il y en nous, la a, classique, il y en a. le dude qui se trouve drôle, qui dit hey, j'ai mis une poche sur ma poche, là, on l'a eu. Là. Ou, On a bien des cracks, là. Ouais. Ou un. C'est un bout de saucisse hot dog ou c'est un trou de kitcha? On l'a eu, celle-là aussi. Là, il a fallu engager un expert qui peut Ouais, là, différencier on les a deux. un AI, là, c'est une saucisse. Celle-là, ça passe, celle-là. Je Ben, la tu mangerai vois, pas. je suis contente qu'on l'ait pas eu, puis ça Ouais. prouve qu'il faut faire confiance à nos employés. Puis finalement, Oui. ça a été super, l'initiative, la manière que ça a été reçu, les gens y étaient fiers. Tu sais, puis je pense que ça peut faire toute la différence justement pour une entreprise. Puis je trouve ça intéressant que tu te dises, tu sais, toi, tu t'es questionné comme entrepreneur à savoir si c'était une bonne idée de sortir de ce que tu faisais parce que c'était pas ton core. Mhm. Mais ça l'est devenu parce que c'est 80% de nos ventes aujourd'hui. Dans le fond, ce qu'on entendait, c'était pas je cherche une poche de baseball, c'était plus hey, je voudrais avoir ce que je veux ou je voudrais pouvoir offrir. Tu sais, nous, ça a pris du temps avant qu'on accepte et réalise que hey, c'est un produit cadeau qu'on a. C'est ça qu'on vend, dans le fond. C'est Oui, des c'est gens ça. qui l'offrent. Puis C'est pas de la mode. Ben, tu sais. ça fonctionnait quand même parce que je dois te dire que la première fois qu'on avait fait l'achat de t-shirts Poche et Fils chez Mondou, c'était dans le cadre de notre retraite de direction stratégique. Okay. Donc ça, c'était vraiment avant ça, notre directrice financière pour comme donner un cadeau personnalisé parce qu'on se rappelle, on était dans l'ère de la personnalisation, de se réinventer, d'être attentionné avec nos clients, de distinguer, tu sais, segmentation chat-chien, préférence, etc. Puis, elle nous avait tous offert un chandail personnalisé en lien avec ce qu'elle savait qu'on aimait. Fait que moi, j'avais eu un chandail avec les petits bateaux, là, parce que j'étais dans mon époque, tu sais, farmhouse, avec une maison sur le bord de l'eau, puis chalet, tout ça. Fait que c'est ça qu'elle m'avait offert. Chaque personne avait reçu son chandail. Fait que ça avait été notre premier point de contact avec la marque. Après, il y a eu Véronique qui nous avait amené cette idée-là. C'est très gifting, tu sais, dans le fond, dans tout ce que tu dis, c'est ça qu'on a réalisé. En tout cas, moi, je n'étais pas là dans ce temps-là, parce que lui, il y avait, avec l'équipe qui était là à l'époque, il y avait le débat de on est un brand cool, on est irrévérencieux, les jeunes le portent. Là, OK, les business commencent à en acheter. Hey, on met-tu notre étiquette ou on veut pas mettre notre étiquette? Au début, on voulait pas faire pour du corpo. affecter le brand, tu sais. Parce que c'était comme, tu veux porter ça, mais là, tu vois la business de whatever, de béton qui s'en ont fait une, tu sais. Puis là, fait que nous, on a été un peu, tu sais, nous, ça a toujours été de pas se prendre au sérieux. Puis là, on s'est un peu pris au sérieux dans ça, à dire, on n'est pas trop sûr, on le fait-tu, on le fait pas, on le fait, mais finalement, on le faisait parce que c'était des belles ventes, mais on mettait pas l'étiquette. Mais là, il y en a qui disaient, non, mais moi, j'avoue, parce que j'achète du Poche et Fils, tu sais, je suis content. Mais là, aujourd'hui, on est comme, on embrasse ça à 100 000 à l'heure, puis on est même content
de travailler avec plein de différentes marques puis d'offrir de la personnalisation. Mais ça a été quand même un bout là, de « Ah oui, hey, on vend. » 80% de ce qu'on vend, c'est à une jeune mère qui offre à son chum, ses enfants, son beau-frère, son père en cadeau. Puis c'était un super bon réflexe parce que chaque entrepreneur devrait se poser des questions sérieuses avant de changer le corps de son brand. Parce que là, ça a été une hyper bonne décision qui finalement était agile puis vous a permis d'être périn dans le temps puis de vraiment surfer la vague de ce que le client vous demandait puis vous disait qu'il préférait de la marque. Toi, tu le dis bien, mais à cette époque-là, c'était hey, c'est beaucoup d'argent, on va prendre le contrat. Je pense qu'il y a bien du monde qui vivent ça au quotidien. Ben, c'est une chance, mais c'est pas juste de la chance, c'est le courage. Tu sais, vous avez eu le courage d'accepter de le faire. C'était beaucoup d'argent qui rentrait, mais je présume que c'était aussi des investissements. Puis c'est de te dire, ben là, je vais investir là-dedans, mais est-ce que ça va détruire mon brand à côté? Parce que là, si tu prends un contrat, mais que ça détruit le reste... Ouais. Tu sais juste après, par contre. C'est juste après. C'est le genre de dilemme que tu as vécu avec un des brands que tu as travaillé? Oui. Puis David City, je te dirais que c'en était un parce que David City n'était pas wholesale à l'époque. Wholesale, c'est vraiment quand tu retrouves là, à l'épicerie le B2B avec de la revente, que ce soit épicerie ou autre chaîne. Puis à l'époque, on était hyper ferme que ça n'arriverait jamais. Mais moi, je sais pas mon dire que la mission d'une entreprise ne devrait jamais changer. Mais comment on fait les choses, puis le quoi, il faut que ça change. Puis il faut que ça évolue. Donne-moi un exemple. C'était quoi la mission, mettons, de l'entreprise, puis comment que ça a changé, comment ça a évolué? Fait que notre mission chez David City, c'était de rendre le thé cool et accessible. Short and sweet. Sauf que c'était tellement puissant, on était tous rassemblés par cette vision-là, puis cette mission d'entreprise, qu'on faisait des heures de fou là, pour ouvrir tous les magasins que je t'ai dit. Là, j'en ai travaillé des heures. Mais on était heureux de le faire parce qu'on était rassemblés autour de ça. On avait du plaisir au travail. On était reconnus. Puis, nous, on pensait que, justement, on était en train de révolutionner le monde. C'est parfait comme ça. Fait qu'est-ce que t'aimais pas ça de voir, mettons, ton thé chez Métro, mettons? Bien, à l'époque, on avait beaucoup de demandes. Mais nous, on pensait que si on faisait ça, on allait tuer le brand. Mais tu le rends plus accessible si c'est un bout de... J'ai juste retenu la phrase. Ben, c'est ça. Fait que finalement, ça a été très rigide quand même assez longtemps. Puis je pense un peu dans la même optique que toi. Je pense que la décision, elle a été forcée par des raisons financières. Fait que de la manière que ça s'est produit, c'est qu'on a vu la tendance baisser au niveau du retail. Là, le boom du e-commerce a vraiment pris de l'ampleur. Puis là, la marque, elle n'a pas eu le choix de prendre ce tournant-là. Puis ils l'ont quand même assez bien fait. Est-ce qu'ils l'ont fait peut-être un peu trop tard? Il aurait pu être en amont. Je pourrais être critique. Quand tu dis ils l'ont, tu parles au « il » maintenant, c'est que tu n'étais plus là. Parce que moi, j'étais plus là à un certain moment, mais puis que toutes ces décisions-là ne reposaient pas seulement sur mes épaules parce qu'on se rappelle que moi, j'étais aux opérations. Donc, tu sais, c'est vraiment une équipe qui prend ces décisions-là. Puis ça, c'était plus du côté achat B2B. Mais on se posait la question. Mais la marque le fait, ce tournant-là. Le fait à temps, mais il y en a d'autres qui peuvent rester dans leur ego. Puis c'est souvent ça, les décisions qui sont difficiles en entreprise. C'est quand tu décides que tu restes dans ton ego. Donc, tout le monde te dit qu'il faut que tu tournes à droite, mais toi, tu te dis que tu restais à gauche puis que tu ne mettrais jamais ton thé à l'épicerie. Ben, tu peux perdre vraiment beaucoup d'opportunités. Puis moi, je pense qu'on en a raté plusieurs années à vouloir justement ne pas aller dans ce segment-là. Puis là, en ce moment, mettons, tu es sur le conseil d'administration ben, ça s'appelle Groupe. C'est ça, c'est Grandio. C'est Grandio. Grandio. Mais la cage, ils ont vécu, là. Ça fait combien de temps qu'ils ont comme rebrandé ça, la cage? Avant, c'était comme cage au sport, puis c'était plus brasserie, là. Je sais pas si j'ai le bon mot, là, mais ça, il y a eu un changement. Mais c'est un changement qui a été. C'est ça, c'est un risque là, en faisant tout ce switch-là. Il y en a qui aimaient ça, que c'était comme leur spot. Est-ce que tu as vu ça? Ça a-tu été comme un je sais pas comment l'appeler, là, mais un peu comme nous, ça a été forcé vers un bar. C'était-tu amené par la clientèle, en fait, ce switch-là, ou c'était comme non, faut qu'on change parce qu'on veut augmenter nos marges ou whatever, faut être plus premium? Ou... Les deux. Ouais. Les deux.
Je pense que Jean Bédard, là, qui est le CEO de La Cage, maintenant Grandio, à l'époque, le voyait, qu'il y avait justement un changement qui s'effectuait au niveau du marché, puis qu'il suffisait plus de simplement s'adresser à la personne qui va aller voir du sport, donc La Cage au sport, mais vraiment d'attirer famille, les femmes, les hommes, puis d'aller segmenter c'est qui qu'on veut attirer dans nos restaurants, puis d'aller se raffiner un petit peu plus. Donc, c'est là qu'on a vu justement le raffinement de la marque. Le décor a changé. Vous aviez engagé Louis-François Marcotte. Louis-François Mascotte. Marcotte? Non, c'est Marcotte, mais c'est pas grave. Louis-François Marcotte. Chef Louis. Oui, c'est ça, Chef Louis. Moi, je suis pas bonne avec les noms. Non, c'est pas grave. Fait que ça s'est produit comme tournant. Ça a été un super bon coup pour La Cage d'aller redynamiser son menu. Puis même moi, qui travaillais sur la route, j'allais manger à La Cage au sport seule parce que je voulais manger un tartare. Mais c'est bon, tu sais. Jean, il était propriétaire, je pense, à Saint-Hyacinthe avant de devenir le CEO. Il avait commencé de même. Il en avait un. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'y allais quand j'allais à l'école là-bas. Puis c'est bon qu'il soit à l'écoute du feedback des clients, parce qu'entre toi et moi, honnêtement, j'allais écouter là, je buvais une bière, mais c'était pratiquement de la bouffe congelée qui me servait dans le micro-ondes, en termes de qualité de bouffe. Là, maintenant, j'y vais avec la famille. Fait que je trouve ça cool que ce que tu me dises, dans le fond, c'est ce que je fais. Puis ça m'amène à ma question, le brand, c'est-tu le message que vous essayez de passer ou c'est la perception des gens? Le brand, c'est la vitrine, c'est ce qui rayonne, c'est ce qui va attirer. Mais ce qui fait que le client, il reste, c'est le produit. Donc, tu peux avoir un super beau brand qui va attirer, tu vas faire une vente, tu risques d'avoir du volume, tu risques d'être viral, puis ça va y aller, mais tu n'auras pas forcément de récurrence si le produit n'est pas à la hauteur. Puis si tu as un super beau produit, mais que tu n'as pas le brand, ben tu es invisible, tu n'as pas de visibilité, fait que tu ne fais pas de vente. Fait que là, c'est comme, ça te prend les deux. C'est les deux qui vont ensemble. Quelqu'un qui a un super beau brand peut faire de l'argent, mais ça ne sera pas périn dans le temps. C'est ça la grande différence entre les deux, selon moi. Toi, tu es une carriériste, on s'entend? Oui. Là, tu as un nouveau défi. Tu es rendu PDG de DMV, qui est un groupe de vétérinaires. Si je ne me trompe pas. C'est quoi ton mandat chez DMV? Donc, le DMV, c'est un regroupement. Puis je vais vous expliquer un petit peu la structure, là, parce que c'est quand même complexe. Puis je pense qu'on a un potentiel à aller justement clarifier l'offre puis le branding dans les années à venir. Mais le regroupement DMV, c'est quelques segments. Donc, le premier, c'est les centres DMVET. Les centres DMVET, qui étaient auparavant appelés le DMV, c'est des centres d'urgence et de spécialité vétérinaire. Donc là, quand ta clinique de pratique générale, elle est fermée puis que tu as une urgence, qu'il se passe quelque chose avec ton animal, c'est là que tu te présentes à 3 heures du matin, le week-end, et etc., pour les enjeux, les problématiques. Donc, on a vraiment c'est comme des hôpitaux, mais c'est des centres. Donc, un peu comme le CHU, c'est plus spécialisé, plus poussé. Puis, on a les meilleurs spécialistes au Canada. Donc, on va avoir des oncologues, cardiologues, neurologues, on a des chirurgiens spécialisés, on a... Allez-vous offrir comme des DM un vet, genre? DM vet, tu envoies un message? Oui, ça fait partie de notre branche. Donc, on a le Connect DMV. C'est pour ça que ça s'appelle DMV. Oui, c'est ça. Trop fort. Non, mais là, elle a dit DM vet, à ça, déjà, ça le place mieux. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Ça le place mieux. Êtes-vous en rebranding? On est présentement en rebranding. Parce que je veux rien vous enlever, mais je regardais le site web puis je me disais que c'était pas à la hauteur de ton parcours avant. C'est pas à la hauteur des aspirations, puis c'est pas à la hauteur de ce que le groupe est. Quand moi, je vois les spécialistes, même juste si vous saviez les études que ça prend pour que ces médecins vétérinaires-là puissent arriver où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, je pense qu'on se doit de leur offrir une marque qui est à la hauteur du produit, un peu comme ce que je racontais. Puis, la mission, elle est vraiment fantastique. Fait que ce qui se produit au Québec depuis plusieurs années, autant du côté de l'immobilier que du côté des entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de groupes internationaux qui vont venir faire l'achat de manière massive, que ce soit au niveau de la dentisterie, du médical, et le monde vétérinaire fait partie justement des conglomérats étrangers qui ont de l'intérêt pour ces groupes-là.
Mais ce qui fait, c'est que cette économie-là sort du Québec. Donc, c'est très dommage. Donc, le DMV, sa mission, c'est un regroupement de 70 actionnaires vétérinaires. Donc, ça me fait 70 actionnaires. T'es-tu actionnaire aussi du truc? Oui, fait que moi aussi, je suis actionnaire du regroupement DMV, mais c'est 70 actionnaires vétérinaires. On a des techniciens aussi en santé animale. On a des employés aussi. Donc, c'est ça la grande différence, la grande force, c'est que les profits restent ici, restent au Québec. Fait que ça, c'est quand même un différenciateur qui est majeur pour moi. Puis c'est important que les entreprises au Québec, on soit fiers de prendre notre place puis qu'on soit fiers de justement aller ratisser le marché avant que les autres le fassent. Donc, c'est ça ma mission. C'est m'assurer d'élever la marque puis d'assurer la pérennité des affaires de cette entreprise-là pour sa prochaine phase de croissance. Parce que là, on est arrivé à un stade où est-ce qu'on est dans la grande entreprise. Donc, on a dépassé les 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Félicitations. Merci. De quand même beaucoup. T'as-tu eu un dividende maintenant que tu es actionnaire? Ben là, ça fait 4 mois que je suis là, donc... C'est à toutes les trimestres. C'est ça, dans les courus. Mais je te dirais qu'il y a un potentiel qui est fou au niveau de cette marque-là. Comment tu fais pour tout gérer ça? Parce que c'est pas ton seul chapeau. Tu as 2 jeunes filles, tu as d'autres brands. As-tu d'autres mandats aussi? Je pense que oui. Tu sièges sur un board. C'est plusieurs boards. Fait que tu travailles, mettons, combien d'heures par semaine? Ben c'est une drôle de question parce que moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui n'était pas workaholic puis qui était très balancé dans sa vie personnelle. Puis, dans un rôle de PDG, c'est hyper exigeant. Puis, je pense fondamentalement que d'avoir une multitude de projets, ça m'aide à rester saine. OK. Parce que je fais pas 70 heures par semaine sur le regroupement. OK. Parce que j'ai pas le choix, que je peux pas le faire, parce que j'ai d'autres choses. Fait que ça me force à être sharp, ça me force à... Déléguer des trucs. Déléguer, ça me force à bien m'entourer, ça me force à choisir qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact, à maximiser mon temps. Fait que j'ai pas le temps de niaiser. Ah, ça, c'est fort. Fait que c'est une façon d'être focus, de faire plusieurs projets. Dans le fond, C'est comme quand tu as 3 mois pour faire ton travail d'école, mais là... Ou 3 heures. Ouais. C'est fort. C'est exactement ça. C'est être pareil. Équilibré grâce à la diversification. Ah, wow. Prochain titre de ton livre. D'ailleurs, tu as écrit un livre. Oui. Félicitations. C'est vraiment pas facile Merci. d'écrire un livre. On est tous les deux des auteurs émérites ici. Exact. Ben, ça a fait partie justement de mes projets qui m'ont permis de me sortir de mon cadre. Ça, c'est toi qui as approché une maison d'édition, l'inverse. Comment ça s'est passé? Fait que ça, en fait, c'est ma maison d'édition Ah, OK. que j'ai créée OK. parce Plus ça que... avance, plus on va découvrir des choses. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est qu'on m'a dit non. C'est magnifique. La- Ah, ouais, moi, puis là, t'as dit... J'ai rencontré 2 maisons d'édition. J'en ai rencontré une parce que le livre, je l'ai écrit en français et en anglais. Donc, j'ai rencontré une maison d'édition anglophone à Vancouver. J'ai rencontré une maison d'édition québécoise ici à Montréal. Fait que la première maison d'édition anglophone, ben, j'ai écrit le livre en anglais en premier et eux faisaient imprimer en Chine. Et moi, c'était un non négociable que je voulais que le livre soit imprimé au Québec. Fait que là, déjà là, ils me proposaient la Malaisie. Puis là, quand Tu leur as dit Québec, ils ont dit « Ah, on a peut-être Malaisie. » Oui, c'est ça, exact. Puis là, ça coûte plus cher. Plus proche. Ouais, c'est ça. C'est juste plus proche. Je comprends. Ben, c'est parce qu'on C'était vraiment une Mais c'est stratégie des arbres de du coût. Québec. Oui. Ben C'est oui. quoi? C'était une stratégie de coût parce que Oui, c'est vrai oui, que ça oui. coûte plus cher d'imprimer ici. Mais oui, Je comprends. je sais. Fait que- Ouais. Puis là, finalement, là, je pense qu'ils me trouvaient trop difficile. Je pense qu'ils m'ont trouvé trop Ouais. difficile, puis ça fonctionnait pas. Donc là, ils m'ont dit « Ah, on sait pas si ça va fonctionner en anglais. » Donc, fait que c'est Tu resté leur comme as ça. dit « Fuck off, man. Je le fais. » Ouais. Ben, puis la deuxième que j'ai rencontrée ici à Montréal, au début, elle était super intéressée et tout. Mais là, vu que c'était compliqué avec le côté anglophone, eux, ils voulaient pas le faire si l'anglophone ne le faisait pas. Puis là, moi, j'ai pas le temps de niaiser, on se l'est dit. Puis là, ils m'avaient dit peut-être au printemps de l'année prochaine. Oui, c'est ça. Les échéanciers sont longs. Là. Ouais. Fait que j'ai dit, Je le ben, c'est fais. parfait, je le fais.
Puis c'est toi qui as fait toute l'ADA et tout? Là, t'as engagé du monde? C'était un mélange des deux. Fait que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais en fait, j'ai refait la même chose que je fais dans n'importe quel rôle que j'occupe, c'est que je me suis entourée. Je te dirais qu'il y a quand même un 70% d'efforts qui vient de moi, mais il y a quand même un 30% où je suis allée m'entourer. Donc, j'ai Catherine Martin, qui est fantastique, qui m'a relu autant en anglais qu'en français, qui m'a apporté des nuances, des correctifs et tout. Surtout en français, je te dirais, dans les nuances, là, que j'ai beaucoup apprécié son support. J'ai engagé une photographe. Donc, ça également, là, pour pouvoir aller créer toutes les photos. Parce que toutes les photos de nourriture que tu vois, il y en a peut-être une ou deux qui ont été achetées là, sur iStock parce qu'on avait besoin de remplir des vides. Mais sinon, pour le reste, ce sont toutes des photos qui ont été prises. Wow. Mais c'est pas un livre de cuisine. Parce que je lis Ici dirigé, c'était comme cuisiner. C'est vraiment un livre de leadership. Exact. Avec des recettes. Est-ce que ça t'a été inspiré par ton mandat, ton passage chez Mendy's? Même pas. Même pas? Même pas. Ça fait Mendy's. Ça fait surtout Cézanne aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Cézanne, la marque. Ouais. Fait que je te dirais que la grande inspiration, c'est ça. Mais ce livre-là, ce qui est quand même fou, c'est que, comme je vous disais, je l'ai écrit en anglais en premier. En anglais, c'est « food for thought », qui est une expression pour dire des idées... Puis c'est quand j'étais chez Mondou que j'ai commencé à l'écrire, parce que j'ai toujours été une grande foodie. Puis là, quand on m'a recrutée pour le rôle chez Mendy's, j'aimais beaucoup le brand, mais en plus, j'étais en train d'écrire un livre qui parle de leadership à travers la lentille de la nourriture. C'est comme si j'avais déjà de l'avance sur mon prochain défi. C'est peut-être pas une coïncidence. Mais c'était peut-être pas une coïncidence, mais ça a été comme un alignement parfait. J'en ai payé des salades chères chez Mendy's. Puis, est-ce que ça vaut la peine? Sérieux, c'est ça. C'était la raison qu'on t'a invité. C'est la bonne réponse. Voilà. C'est ça, là. Non, mais moi, je rajoutais une petite mandarine. Puis, c'est bon. Ben oui. Extra avocat, ouais. Mais ça, on me le dit tout le temps. C'est cher, les salades. Oui, mais on y va. C'est ça qui est fou. Ben parce que ça coûte cher faire une salade. Ouais. Ma première date avec Kayla, c'était au Mendy's, où est-ce qu'il y a le forum, non, c'est ça? Atwater. Atwater, oui. On est allé voir un stand-up après. Ben, c'est pour ça que vous êtes ensemble, tu vois. C'est parce que tu as fait les bons choix. Tu l'as amené chez Mendy's. Ouais. Je sais, j'ai vu ce soir-là passer sa carte de crédit. Là, j'ai pas mis ça d'extra. On se connaissait même pas. Je sais. Il est allé remonter 5 ans avant dans son do deal. Oui, c'est ça. C'est Atwater Mendy's, 72 piastres. T'as dit que ton réflexe, c'était toujours de bien t'entourer Je vois ça souvent, là, des gens qui ont fait plusieurs places, ils ont comme des go-to. Y a-tu du monde que tu t'aimerais faire des shout-outs de genre à cette personne-là à travailler avec moi là, ou genre des à Pige ou whatever? Ah, ben oui, j'en ai plein que je préfère. Je peux-tu y aller en rafale? Ben je vais y aller comme ça vient. Ben, premièrement, il y a Véronique Morin, fantastique, chez Mondou. Vraiment une étoile qui brille, cette femme. Pas arrêtable non plus. Mais toi, tu as travaillé avec Véro sur d'autres mandats aussi? Non, qui chez Mondou. Ensuite, il y a Geneviève Paquet, qui, elle, a travaillé chez Mondou, mais qui a travaillé également avec moi chez Mendy's. Donc, encore une fois, une femme exceptionnelle. Elle est chargée de l'expansion. Donc, c'est elle qui a vraiment la main mise sur le projet d'expansion de Mendy's à travers le Canada. Okay. Donc, ça a été vraiment mon acolyte, là, autant chez Mondou que chez Mendy's. Et là, au regroupement, j'ai 2 autres femmes qui se sont jointes à moi. Cindy Lévesque, qui est notre directrice talent culture et qui dirige aussi les communications. Puis j'ai Julie Arsenault qui m'a également suivi, qui a appliqué sur un rôle tout récemment, donc qui est directrice régionale. Je pense que... Vas-y. Je vais me permettre de le dire comme ça. Je pense que ce qui est important, c'est que quand tu as l'occasion d'avoir des rôles comme ça dans diverses entreprises, il y a des gens qui vont te marquer. Ils ne seront pas bons pour chacun des rôles dans chacune des entreprises dans lesquelles tu vas travailler, mais... Quand tu arrives dans un nouvel environnement, tu réfléchis aux gens avec qui tu as travaillé, puis naturellement, il y en a qui vont te venir en tête pour des rôles spécifiques. Ça ne veut pas dire que tout le monde... personne là-dedans. Exact. Tu as écrit un livre, tu es très active sur LinkedIn. C'est quoi le rôle du branding personnel dans ton rôle de branding d'entreprise?
Ou mettons que j'ai juste de l'argent et de l'énergie pour mettre soit sur le branding personnel ou sur le branding de ma compagnie. Je l'investis où? C'est 2 questions différentes, complètement différentes que je viens de te poser. Fait que réponds à une des 2, si tu veux. Ben, puis, je pense que je vais te dire, ça dépend. Ça dépend parce que je pense que ça prend un peu des 2. La force, ça peut être de jouer sur les 2 carrés de sable, mais ça peut être dangereux pour diverses raisons. Donc, une entreprise qui a comme image seulement son fondateur, dépendamment du type d'exit, parce que moi, quand je réfléchis à une marque, j'aime ça réfléchir à moyen puis à long terme. Donc, je vais réfléchir à, ça va être quoi la sortie potentielle? La vente de l'entreprise ou le refinancement ou même au niveau de l'équité. Donc, puis une chose qui est certaine, c'est qu'on n'est pas éternel. Puis on n'est pas éternel même, pas forcément de notre vivant, mais en termes de niveau d'énergie puis de désir, puis des fois, tu as le goût de passer à autre chose. Donc, quand ton visage, c'est 100% de la marque, il y a un risque qui est associé à ça. Il y a un risque d'épuisement, là, déjà, juste pour la personne qui doit être toujours la face de son entreprise. Puis je ne sais pas si tu vas nous en parler. Cette semaine, je disais, j'ai écrit à Charles, Charles qui est notre autre partner, qui est le directeur général. J'étais genre, je pense que je vais manquer, je peux pas me dédoubler, là. Je vais manquer de temps parce que on a une équipe plus grande maintenant au marketing, puis là, on a plus d'idées. Puis là, souvent, c'est comme, OK, mais cette idée-là... elle dépend de toi. Ouais, ben soit ça, ou c'est moi qui est devant la caméra, puis qui fait, on fait beaucoup plus de contenu, là. C'est ça qui nous a vraiment aidé à se remettre sur pied, mais c'est comme, là, c'est un... Je sais pas comment l'appeler, mais c'est à 2 tranchants, ça fonctionne bien. Mais l'autre base, c'est qu'on devient de plus en plus dépendant à ça, tu sais. Puis c'est de moins en moins vendable, comme on dit. Ben, parce qu'il faut vendre ta face, puis l'impression 3D n'est pas rendue à te cloner ton beau gros visage. Oui, c'est ça. Ou juste comme, OK, mais là, mettons, on a une super bonne idée, puis je suis en vacances, où on voudrait en faire 3 fois plus de contenu, mais là, on fait quoi, là? On demande à mon père. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Puis t'as parlé de ne pas être éternel, pas juste en temps, mais en énergie, mais c'est clairement ça, là, parce qu'après ça, moi, je fais le personnage d'FDB, on anime le podcast, on fait d'autres trucs, de manière. Mais ça start souvent de même. T'sais, un jeune brand, c'est la personne, le fondateur ou la fondatrice, ça face là, de plus en plus. Puis là, quand est-ce que tu deviens comme, faut que je sois faceless ou faut que ce soit quelqu'un d'autre? Ben, c'est pour ça que, oui, moi, je pense que dès le départ, il ne faut pas tomber dans la trappe de devenir le visage de son entreprise. Okay. Puis moi, je divise vraiment le branding personnel de l'entreprise. J'ai un branding personnel qui est fort, puis là, ça, je pourrais vous en reparler parce que c'est pas toujours rose non plus, parce que ça amène autre chose, mais d'un point de vue de la marque, je pense que même sans grands moyens financiers, si ton produit, si c'est réfléchi, si ton plan d'affaires, il tient la route, ta marque, elle va vivre. Puis je lisais, pas que je suis une grande fan, mais Kim Kardashian, elle, c'est une femme d'affaires fantastique, peu importe si on aime ou pas le personnage. Et c'est que vous remarquerez qu'elle n'est jamais le visage derrière le produit. Elle va utiliser sa notoriété pour lancer la marque, mais elle ne sera pas le produit. Puis c'est ça la nuance. Puis c'est un peu ça même, tu sais, je te dirais même moi, là, j'arrive dans un rôle, c'est pas moi qui a fondé le DMV, mais je ne suis pas le visage du DMV. Mais par contre, d'un point de vue PDG, femme d'affaires, carrière, j'ai ma marque personnelle. C'est ça qui est important, je crois, de distinguer. Après, d'un point de vue confiance du public, c'est sûr que les gens, ils aiment ça, sont curieux, ils veulent savoir c'est qui est derrière la marque. Fait qu'il y a peut-être un moyen d'aller mettre les gens de l'avant. Mais mettons, dans ton cas, tu peux pas être même si tu voulais être la face de DMV, tu peux pas, t'es pas vétérinaire, tu pourrais, OK. Ben, je pourrais, clairement, mais je pourrais être sur chacun des panneaux avec un animal, je pourrais être la cliente. C'est vrai. Je pourrais être la cliente qui va au DMV. C'est une façon, je fais une parenthèse, c'est une façon de toi de retourner à ton amour pour ton chien que tu avais un peu délaissé quand tu as eu tes enfants, d'aller accepter ce job-là? Ben, j'ai toujours eu 2 amours parallèles, la nourriture, les animaux. Puis c'est comme 2 milieux qui ont
pas rapport, Ben non, ils ont mais rapport. qui sont peut-être alliés par une chose, c'est les émotions. Tu sais, quand on mange, on est heureux, on est bien. Les animaux, ben, ça nous apporte aussi un certain bonheur. OK. Clairement. On retourne à notre sujet. Fait que là, on devrait-tu se délaisser de cette face-là ou qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Ben, c'est une transition. Fait que là, parce que là, t'es pris avec ça, on s'entend, là, le fait d'avoir monté tout ça. Mais après, je pense que c'est des transitions pour faire en sorte que le public va voir d'autres visages, va s'acclimater à voir d'autres personnes, puis va s'attendre aussi. C'est comme tu gères les attentes. Parce que là, l'attente, c'est que tu sois toujours front-facing. Mais si l'attente. Mais tu sais, ça, c'est peut-être aussi une croyance qu'on a, tu sais, ou parce que j'ai plus de facilité à le faire. Fait que, OK, on le fait, go, ouvre la cam, tu sais. Puis t'es bon en impro. Mais les chiffres le montrent pareil. Le coût d'acquisition quand on a ta face dans une vidéo est moins que quand c'est ma face ou celle de mon père, tu sais. Fait que ça marche. Fait qu'une transition. Ben, ou clarifier les rôles. Parce que. Tu vois, chez Mendy's, les deux sœurs Wolf sont définitivement le visage de la marque. Pour un exit, c'est plus complexe parce qu'elles se doivent de rester, d'être là, et etc. Sauf qu'avec la croissance, ben, elles se sont entourées. Ouais. Donc, il y a moi qui ai pris la présidence, qui a vraiment géré tout le plan d'expansion, et etc., pour qu'elles se concentrent vraiment sur le contenu et sur le fait d'être l'érigé, dans le fond. Mais c'est un peu la même chose pour toi. Est-ce que tu es capable de délaisser d'autres choses plus opérationnelles ou même stratégiques pour ne faire que du contenu? Que du contenu, pas tant, mais là, je te dirais que c'est quand même 70% de ma semaine qui est ça. Là, puis, mais t'aimerais-tu ça, faire ça? Ben, il y a des bouts que j'aime dans la stratégie, dans whatever, ce qu'on fait avec quel produit on développe. Mais là, Charles prend vraiment, vraiment beaucoup de l'opérationnel. Là, fait que ça, c'est quand même un changement important cette année. Mais c'est tough, tu sais. Je me rappelais des bons vieux épisodes de Chambre en ville, là. Tu sais, Pete Pilot, là, il y en avait d'autres personnages, là, mais on se rappelle juste de ces deux-là. Toi, on va toujours se rappeler. Pas la ref. Non, c'est ça, t'es un peu plus jeune que moi. J'étais plus Ramdam. Ramdam, après, on est deux générations séparées. Chambre en ville. Je n'ai perdu une coupe. Les plus nostalgiques ici vont le réécouter. OK, fait que ce changement-là, là, on vient d'acheter une autre marque qui s'appelle C'est Beau. Tu sais, je crois que tu es allé la voir. Clairement qu'il y avait une marque très forte. Nous, c'est ça qu'on a acheté, en fait. C'est ce que le fondateur, son équipe, il avait bâti quand même quelque chose qui était reconnu. Ça faisait encore des super belles ventes. Bref, on a repris ça. Nous, notre premier réflexe, c'était OK, ben là, on n'associe pas nos faces à ça. Parce que, on n'a pas le même ton. C'est un truc un peu plus sophistiqué, un peu plus hipster, je crois. Nous, c'est plus par la cam, on s'en fout. Puis on a le luxe d'avoir une marque où ça peut être un peu plus... je vais dire cabochon, c'est pas le bon mot, mais un peu moins léché, puis ça fonctionne. Fait qu'avec C'est Beau, ça nous, on a acheté ça en mai dernier. Puis là, il y a eu une transition, ben du monde qui sont venus, repartis. Puis là, on vient de trouver quelqu'un comme brand manager qui s'appelle Wishdan. Puis elle nous avait envoyé une vidéo, puis elle a fait du super beau montage, puis elle est top devant la cam aussi. Fait que pour l'instant, c'est elle qu'on met de l'avant, mais... Toi, quand tu es allé voir ça, tu me dis j'ai des trucs que je veux vous dire par rapport à ça. C'est quoi qui a sauté aux yeux en allant voir ça? Ben moi, je me demandais, c'était quoi la proposition de valeur qui est unique? Très bon à savoir. C'est quoi? Mais la majorité des gens qui viennent nous voir, ils veulent de la merch faite au Québec. Ben, tu vois, ça, c'est un pouvoir de différenciation qui est quand même assez notoire parce que tout le monde fait tout faire en Chine. Ouais. Ben, il y a peu de... Il y a peu d'options. Ouais. Puis... Mais tu te l'as demandé, tu l'as pas senti. Ben, non, ça n'a pas été clair. Okay. Non, ça n'a pas été clair. Ben, premièrement, j'étais vraiment contente de le découvrir parce que... ben là, je vais probablement être une cliente parce que je ne savais même pas que ça existait. Okay, cool. Donc, j'aurais dit la proposition de valeur qui est unique, c'est quoi? Parce qu'il faut que tu partes de ça. Peu importe l'entreprise, peu importe la marque, c'est quoi qui te définit, puis il faut que tu le clarifies, puis il faut que ça soit vraiment très précis. Que ça parte du produit de l'offre.
du produit, de l'offre ou de la marque ou de à qui tu t'adresses, parce que ta proposition de valeur, elle peut vraiment être, tu sais, c'est multifactoriel. Mm-hmm. Mais là, si on parle pour ce que tu viens de mentionner, ce serait que c'est vraiment québécois, la merch. Ouais, puis ce qui a été bâti avant nous on achète, c'était quand même eux, ils appelaient ça les Everyday Essentials. Là, nous, on essaie de changer un peu ça, puis on aimait de se dire, essayons de créer ton uniforme du 9 à 5 pour que tu veux porter en dehors des heures de bureau, tu sais, que tu es fier de porter puis que tu as envie de porter. Parce que c'est souvent pas juste le logo. Là, tu sais, on arrive à créer des trucs, je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment beau. C'est ça, c'est pas exactement. Juste mettre ton logo tu pourrais le porter. Tu sais, moi, j'aimerais même ça que des clients B2C peuvent acheter le T-shirt de DMV, tellement qu'ils le trouvent nice. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Okay. Puis j'ai même d'autres investissements ailleurs où est-ce que je me disais, hey, j'aurais fait faire de la merch, puis ça serait vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Fait que la différenciation. Après, au niveau de la marque, puis des produits, quand j'ai regardé dans l'offre, étant une femme, le coloris, des fois, dans certains des items, j'aurais rajouté. En ce moment, on est vraiment dans le navy, les beiges, les taupes, les bruns. Fait que ces couleurs-là, ils n'étaient pas forcément disponibles dans certains produits. Puis après, pour ta marque, c'est que tu as tes phrases clés. Fait que tantôt, tu as dit, nous, on veut que ça soit du merch pour ton 9 à 5, ces phrases clés-là, tu peux t'en choisir peut-être 5, puis avec des piliers. Puis ça va être ça que tu vas aller répéter sur les réseaux sociaux. Puis ça va être sur ces piliers-là que tu vas te concentrer. J'espère juste que ça soit les bons piliers. Il faut que ça soit les bons piliers. Vous êtes brillants, puis vous avez... Non, mais c'est du feedback qu'on reçoit pareil. Là, ça vient de, mettons, nous, on est venu vous voir parce qu'on voulait pas juste notre logo. Nous, on est venu vous voir parce que vous êtes fait au Québec. Nous, on est venu vous voir parce qu'on a vu vous avez fait la petite buvette, telle affaire un peu plus trendy. T'sais. Fait qu'après ça, à demander... ils le disent pas de la même façon, mais on pense que c'est ça qu'ils disent un peu. Là, moi, j'avais de la misère à différencier. On achète un brand parce qu'il est fort, parce que ça fait des ventes. Qu'est-ce qu'on garde de ce brand-là ou qu'est-ce qu'on met notre sauce dedans puis à quelle vitesse? Ça, toi, tu le vis en changeant puis en devenant, mettons, présidente de DMV. C'est quoi que tu peux pas arriver puis dire je mets tout à terre? Oui, parce qu'on était comme... clairement, ils font de quoi de bon, mais des fois, on regardait des trucs, puis pour nous, c'était pas important le bouton sur le site web qui soit plus rond, ou les couleurs, ou les affaires, mais clairement qu'on n'est pas les bons pour savoir... Ou d'identifier c'était quoi qui était bon. Oui, ils font de quoi de bon, il y a tant de ventes, mais c'est quoi là-dedans qui est bon? Fait que moi, en tout cas, personnellement, c'était ça le problème que j'avais d'identifier dans le brand ou dans ce qu'on a acheté, c'est quoi vraiment le golden nugget là-dedans? Fait que ton golden nugget, c'est ta création de valeur. Parce qu'on vise à créer de la valeur quand on achète une entreprise. Right? Oui, je suis d'accord. Am I right? Right? She is. Habituellement. Puis, quand tu veux faire une acquisition, tu as le choix de faire un merger. Fait que vous auriez pu l'intégrer à Poche et Fils complètement, puis parce que c'était stratégique, je sais pas, il y avait des installations qui vous permettaient de croître ou... Au niveau logistique, c'est ça qu'on a fait, mais au niveau vitrine, on pense que ça s'adressait à deux audiences différentes. Fait que c'était comme s'auto-cannibaliser si on intégrait tout ça ensemble. Fait que ça, c'est stratégique. Fait que là, tu décides que c'est stand-alone, donc ça va vivre, l'image de marque va rester, etc. Puis c'est normal de se poser les questions, de savoir qu'est-ce qu'on veut changer. Puis c'est important de le savoir quand même assez rapidement pour gérer le changement avec les équipes, surtout les équipes que vous avez conservées, pour qu'il y ait une idée de la vision puis de où vous allez aller. Après, là, je n'ai pas la réponse magique. Mais dans ce cas-ci, il n'y a plus d'équipe parce que, on a racheté... c'est ça, dans un syndic, puis on avait gardé 2 personnes qui ont quitté. Fait que là, on a comme rebâti l'équipe. Mais nous, c'était aussi une façon d'intégrer ça dans le back-end où c'est le même entrepôt, c'est la même équipe de vente qui est capable de vendre nos deux différentes marques. Fait que... Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai trouvé qu'il y avait un potentiel de fou. Au niveau de la marque, il y a une opportunité à aller l'élever, aller la faire rayonner, puis peut-être choisir justement
si tu enlèves le logo, qu'est-ce qui reste? Ben, c'est les couleurs, c'est ce qui frappe à l'œil, c'est l'émotion que tu vas chercher. Fait que j'ai vu le nom, mais si tu enlèves le nom, ben, tu pourrais être un Vistaprint, là. Mm-hmm. Mais t'es gentil, parce que tu savais pas ce qu'on vendait, mais t'as des mots positifs. Oui, non, j'ai trouvé ça super. OK. Puis moi, c'est sûr que je vais être une cliente, là. Ben oui. C'est quoi les dangers de... Nous, on va te suivre. Tu fais des 3-4 ans à chaque place. Là, on va te suivre. Ouais, on a quelque chose d'autre à te vendre. C'est quoi les dangers de piloter 2 brands en même temps? Parce qu'on a sensiblement la même équipe. Ouais, c'est ça. Près, toi, le fait que tu le fais toi-même, là, tu pilotes différentes équipes en même temps, as-tu des dangers ou des red flags ou des conseils à nous donner par rapport à ça? Des gros dangers, des gros red flags, puis de la croissance, c'est excitant, c'est le fun, mais c'est aussi... c'est vraiment exigeant. Puis c'est exigeant parce que ta structure, tu sais, je disais, la vision puis la mission, elle ne change jamais, mais comment tu fais les choses puis le quoi, il faut que ça change continuellement. Bien, c'est un petit peu ça qui est le défi parce que ta structure, là, c'est sûr que on parle d'une plus petite taille d'entreprise versus l'entreprise que moi je dirige avec le groupe DMV, mais j'ai des entités distinctes. J'ai des services partagés. Puis des fois, le défi, c'est que quand tu es en service partagé pour 2 entreprises, c'est que c'est le travail de tout le monde. Donc, ça devient le travail de personne. C'est ce service partagé, ça, c'est, disons, mettons, Jay, que tu rencontres à l'instant. Jay, il est vidéaste monteur. Oui. Il fait les vidéos pour FDB, pour les podcasts, pour Poche et Fils, pour C'est Beau. Ça, c'est comme un service partagé? Oui, exactement. C'est ça. Fait que son défi, c'est comment je priorise. Qu'est-ce qui passe en premier? Oui. C'est ce qu'Anthony dit. Hein? Non. Ah, OK, c'est ce que je vais dire. C'est ça qui passe en premier. Mais c'est vrai, c'est clair. Je suis sûr qu'il hoche la tête. Il pourrait pas mieux activement. Je le décris dire. la scène. Puis, tu sais, mettons, Julien, lui, il gère toutes les publicités en ligne, mais pour C'est Beau, puis pour Poche et Fils. Fait que même affaire. Puis des fois, c'est que, on est humain, fait qu'on échappe des balles. Parce que là, quand t'empiles des priorités comme t'empiles les assiettes, là, ça fait de la vaisselle sale. Puis là, tu sais, c'est comme c'est cette accumulation-là qui, peut-être qu'à ce stade-ci, c'est encore gérable puis c'est encore très clair, mais plus tu grandis, plus il faut que tu clarifies justement c'est quoi les priorités puis t'assurer que, parce que c'est clair pour toi, est-ce que c'est clair pour lui, c'est quoi la priorité également dans sa gestion de son agenda, de son temps, de ses priorités. Je te dirais que c'est ça, un des plus grands défis. Puis après, oui, tu as de l'allocation financière et tout ça, mais ça, les chiffres sont capables souvent de parler où est-ce que tu devrais, mais le plus grand défi, c'est la gestion des ressources de ton temps. C'est vraiment ça. Fait que ça nous prend un lave-vaisselle, dans le fond. Exact. Ça vous prend un lave-vaisselle. Je fais du pouce sur ça parce que, tu sais, on parle de branding aussi, mais tu es experte en planification stratégique, puis... je faisais la comparaison avec le cadran des 4 causes urgents importants. Puis des fois, je trouve que de s'arrêter puis de travailler sur la business puis pas dedans, en tout cas pour une entreprise qui a peu d'effectifs puis qui sort d'une période où ce qu'on faisait juste éteindre des feux, tu sais, c'était tough de se projeter. Les trucs qui sont dans le cadran, pas urgents, mais super importants, y a-tu des trucs vraiment faciles que quelqu'un qui écouterait pourrait appliquer de genre, hey, réserve-toi, whatever, une journée, semaine ou je sais pas quoi. Tu sais, là, nous, on est partis, moi, Derek puis Charles à Tremblant, justement, au David's Tea pour faire notre planification strat. C'était vraiment au David's Tea? Non, mais... là, il était surpris quand il cherche un commanditaire. Quand on a monté notre tente, il était surpris, là, je te dirais. Tu sais, là, nous, on a pris du temps en début d'année, mais même ça, tu sais, parce que là, des fois... On voudrait le faire en fin d'année pour que l'année parte, mais nous, en fin d'année, c'est les ventes de Noël puis Black Friday, c'est notre plus gros pic. Fait qu'on est main dedans. Fait que, je sais pas, t'as-tu des trucs pour, hey, prenez le temps d'arrêter, faites ça de telle façon, ou un framework que tu utilises qui est comme... Aide-nous, dans le fond, c'est ça que oui. Puis je pense que je pourrais t'en parler pendant 2 heures. Parce que là, la stratégie, c'est vraiment ça qui me drive. Mais rapidement, tu sais, 70% des plans stratégiques, ils échouent ou ils sont pas complétés. Puis la raison, c'est
principalement parce qu'avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on se rend compte, on fait une retraite stratégique en début d'année, puis là, on part. Puis là, on part, puis là, on a le vent dans les voiles, à fond les ballons. Les premiers 2 mois, on exécute le plan. Puis là, après, le feu roulant opérationnel, le day-to-day, la vraie vie, prend le dessus. Et là, c'est là que toute la vélocité d'exécution s'effrite dans l'année. Puis là, tu arrives à la fin de l'année, puis tu as fait 70 ou 80% de ton plan. Puis dans les trucs, je te dirais que première des choses, c'est que la stratégie, c'est de choisir ce que tu feras pas. Puis ça, je le répéterai jamais assez. Tout le monde est occupé à être occupé. Dans les organisations, c'est complètement fou. Tu sais, je parle d'empiler les priorités comme un feu roulant, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme on carbure avec les endorphines à être occupé et tout ça, mais faire de la stratégie, c'est de se poser, c'est de réfléchir. Fait que j'ai un framework au niveau de la stratégie pour qu'à chaque mois, ton comité ou les gens qui sont imputables de certaines des initiatives stratégiques doivent rendre des comptes puis mesurer justement c'est quoi l'avancement puis la progression. Parce que quand tu as des comptes à rendre, un peu comme dans un examen, ben tu te prépares puis tu t'arranges pour le faire. Puis même si tu le fais 2 jours avant, ben au moins tu le fais. Parce que moi, par le passé, c'était souvent plus initié, mettons, je veux dire, par moi. Puis j'avais de la misère à créer cette dynamique-là que t'es redevable, fait que t'arrives prêt, tu sais. C'était plus... Oui, mais en même temps, mettons que tu gères 3 brands, puis t'as des tâches un peu qui se rejoignent, puis c'est comme d'assigner 2 personnes à la même tâche dans un gestionnaire de tâches. Qui la fait vraiment? Oui. C'est vraiment tough d'être imputable. Souvent, c'est la job de 2 personnes, c'est la job de personne. Tu vois 2 petites pastilles avec des faces dessus, tu dis, Jay est là, moi je suis là, Jay va en faire. Fait que ce que je fais, là, c'est que je vais prendre ma planif stratégique, ma vision, puis là, je vais la décliner en piliers. Fait que les cores, ça pourrait être au niveau de ta culture d'entreprise, parce que je pense que c'est important de prendre soin des gens. Puis après, tu as ton plan stratégique. Ça peut être du branding, ça peut être de la logistique opérationnelle qui est à optimiser, puis ton infrastructure. Puis pour chacun de ces cores-là, tu vas définir une initiative que tu vas assigner à quelqu'un qui va être responsable puis imputable, puis ça peut pas être toi. C'est ça l'affaire. Avec un deadline? Ou? Ben, t'as l'année. T'as l'année pour le faire, puis il faut que tu le découpes, il faut que tu sois stratégique, il faut que tu réfléchisses à ton affaire, mais tu vas rendre quelqu'un qui va être imputable, responsable, puis qui va avoir l'autorité. Parce qu'il faut que tu lui donnes la permission de pouvoir prendre ce projet-là puis l'amener à bon port. Fait que de pouvoir faire ça, c'est fou, c'est des petits changements, mais ça va faire en sorte que ton équipe va se sentir imputable, redevable. Si tu donnes un exemple, mettons, Anto, il dirait direct, je veux que tu ailles chercher 1 million en commandite. C'est une affaire de même ou je suis trop précis, là? Ben ça pourrait être ça. Fait que l'objectif cette année, c'est au niveau de ton pilier, ça va être les commanditaires. Okay. Fait que là, tu as ton objectif qui pourrait être, tu pourrais le garder comme un KPI, 1 million, mais si tu es capable de me dire, OK, mais pour atteindre 1 million, c'est quoi comme peut-être 2 ou 3 initiatives que tu vas entreprendre cette année qui vont te permettre d'atteindre ce million-là? Puis là, il faut que ça vienne de moi. Puis là, il faut que ça vienne de toi ou de l'équipe. Ça, vous pouvez le faire en retraite stratégique. C'est bon, ça, on devrait le faire. Mais là, tu as tes 3 initiatives, tu vas les avoir définies, puis là, après, il faut que tu l'exécutes. Fait que la différence entre le plan stratégique puis le fait d'atteindre, c'est l'exécution. C'est là que le monde ne sont pas bons. C'est qu'ils n'exécutent pas le plan. OK, mais mettons, là, il faut que je l'exécute. Donc là, j'ai l'autorité de dire, hey, Jay, je veux absolument que tu fasses ça parce que moi, dans mes 3 initiatives, ça me prend tel genre de contenu pour un événement qu'on pense faire 200 000, peu importe. Exact. Puis là, ça rentre en conflit avec le fait qu'il y a 4 chapeaux, 4 brands à gérer. Puis, fait que là, comment qu'on gère ça? C'est là que la priorisation puis de faire des choix est important parce que dans ta planif, vous devriez la faire ensemble. Les initiatives devraient être décidées ensemble. Puis là, après, si c'est toi le PDG, bien, la priorisation finale, elle reste quand même sous ton chapeau. Puis c'est là que les gens font pas de choix. Moi, je me rappelle, là, petite anecdote, la première année, quand j'étais directrice chez Mondou, on avait 152 initiatives stratégiques. 150. Okay. Ça veut dire qu'il y avait 152 employés. Non. Fait que c'était comme le feu roulant des priorités, puis ça venait là, de passion. Là.
On était tellement passionnés, puis on voulait tellement transformer cette entreprise-là. Puis je me rappellerai toujours, je pense que c'était Jules et Philippe, les deux propriétaires à l'époque, qui nous avaient dit « En tout cas, si vous faites 10 % du plan, on va être bien contents. Puis, et guess what? On a fait peut-être 50 % du plan, mais c'était-tu les bons choix qu'on a fait? Y a-t-il d'autres choses qui auraient pu nous permettre d'être vraiment mieux positionnés, de créer plus d'argent, d'être plus périn? Mais c'est sûr que oui, parce qu'on n'a pas repriorisé dans l'année, là, on s'est tout lancé. Fait que l'année d'après, on s'est repris, on s'est entouré d'une firme stratégique qui nous a expliqué comment faire de la stratégie. D'ailleurs, je les salue, l'équipe de PNR, parce que c'est grâce à eux que je peux être la PDG que je suis aujourd'hui. C'est que j'ai compris puis j'ai appris comment on décortique ça. Mais c'est vraiment ta rime, ta stratégie avec l'exécution. Puis c'est là que le bas, il blesse. J'ai un autre exemple. Julien, qui est au marketing, il y a un salaire, mais il y a des bonus si on atteint tant de ventes au B2C ou B2B. Là, lui, il dit hey, ce qu'il vend, c'est qu'on envoie une infolette aujourd'hui seulement 30 % off, peu importe. Puis on liquide, ou plus que 30 %. On fait une vente de liquidation, puis ça vend. T'sais. Puis lui, son bonus, exemple, il est peut-être sur le top line ou peu importe. Là, ça vient en conflit avec la marque parce que ça peut affecter la marque dans le sens qu'eux autres, ils vendent juste à rabais. Je vais attendre le rabais ou le prochain email qui me dit que tout est à 30 %. Fait que là, ça vient en conflit avec son objectif, son initiative qu'on lui a dit, il faut que tu fasses tant de millions de ventes. Comment qu'on gère tout ça? C'est pas vraiment une question que je te pose, mais c'est un vrai cas qu'on vit en ce moment. Et puis ça, c'est tough, hein? Parce que, tu sais, le combat, c'est tout le temps les profits puis le top line. C'est un peu des deux. Puis je te dirais, tu sais, c'est tout le temps ma réponse là que it depends. Tu sais, je nous ramène à David T. Ben, c'est parce que ça dépend c'est quoi ton brand. Parce que si ton brand, il est censé être un brand à rabais, là, tu sais, Econo Fitness ou... ben là, tu sais que c'est ça. Le client, il s'attend à payer moins cher. Sauf que si tu fais toujours des rabais, ben oublie ça, là, tu vas créer un comportement puis une habitude chez ton client qui va attendre la promotion. Donc, mais par contre, je pense qu'il y a des moments clés dans l'année où est-ce que tu te dois de le faire. Puis ces moments-là, c'est quand tu es susceptible d'avoir un changement de comportement qui va faire que le client va t'oublier. Il y en a 2 clés qui me viennent en tête. C'est le back to school puis après Noël. OK. Que là, tu conseilles de faire des rabais. Que je conseille d'avoir une promotion, d'aller activer, d'aller susciter l'engagement. Ça, c'est parce 2 nous, moments la qui sont logique qu'on prend, c'est où nos 2 plus gros pays qui fêtent des pères Noël? Ben, Black Friday, maintenant. C'est là qu'on fait des rabais. C'est là qu'on fait des rabais. Mais est-ce que tu penses que... on met une souffleuse, je sais pas comment l'appeler, un ventilateur sur de quoi qui vole déjà. Là. On essaie de... Un ventilateur dans la souffleuse. Exact. Ben là, je te dirais, puis encore une fois, ça dépend de tes marges. Parce que si c'est une promotion qui te fait gagner en volume, qui fait en sorte que, ben, c'est important de la faire, cette promotion-là, je vais te dire go for it. Mais il faut que tu aies bien calculé tes choses. Parce que si tu fais une promo qui mange ta marge, qui rentre du cash flow, mais qui ne rentre pas de profit, tu travailles pour rien. Non, ben ça, on le mesure quand même assez bien, mais on l'a vu aussi dans les dernières années, de genre, même là, les promotions Black Friday, ils partent tôt, là, ça, c'est quasiment tout le mois, là, mais on le voit dans les résultats, c'est comme... Puis en même temps, si tu veux A/B tester de hey, prochaine fête des pères, on fait aucune vente. Ouais, c'est ça. Là. Mais là, c'est un risque. Là. C'est un méga oui, tu vas avoir la risque, réponse, mais tu n'auras peut-être plus de business après. Ouais, c'est ça, tu n'auras peut-être plus de business. Mais surtout, si c'est un concept qui fonctionne, tu le continues. Puis, tu sais, les promotions, c'est du A/B testing. Là. C'est juste que moi, je trouve qu'il y a des marques qui se sont vraiment gâchées avec les promotions. Comme C'est Beau, ils ne faisaient jamais de rabais avant qu'on les achète. À part si tu en achetais 3, tu avais 15 % de rabais. Il n'y avait jamais de promotion, même au Black Friday à Noël. Ben moi, j'aime ça, les bundles. Okay. Les bundles, les cadeaux avec achat, les trucs, tu sais, comme above and beyond. Moi, j'ai de la misère avec réduire le prix d'un item. T'as mieux de donner un item de plus. Inciter à, justement, acheter quelque chose de supplémentaire dans ton panier, mais de discounter le produit, c'est un peu comme si tu disais que c'était pas sa vraie valeur. Mais ça, c'est personnel. Non, mais c'est une belle façon de le faire. Ouais, fait que moi, j'aime mieux c'est comme le prix affiché, le prix comparé, puis là, en plus, c'est un rabais. Fait que là,
Dans le fond, t'es parti de 99 à 79 à 59. Dans le fond, ça vaut ça. Ça vaut 59. Puis, tu sais, la fête des pères, là, dépendamment de ta clientèle, souvent, t'as ton père, t'as ton beau-père, parce que maintenant, il y a énormément de familles reconstituées, ou, tu sais, tes grands-parents, si t'en as deux, fait que, tu sais, il y a peut-être une opportunité d'aller créer un bundle aussi, ou t'en achètes un à ton père, t'en as un pour toi. Il y a une manière d'approcher la promotion différemment, je pense. Comme un chandail comme Charlie, mettons, t'en achètes 3, puis le 3e est gratuit ou le 4e est gratuit. Exact. Okay. Au lieu de dire 25 Au lieu de dire 25 Je comprends. C'est fort. Ben, tu crées du volume aussi. Oui. Ben, pendant le Black Friday, les dernières années, ça a toujours été des trucs à l'échelle, genre un item, 2 items, 3 items, puis on le voit, le panier moyen, c'est comme, OK, je vais faire tous mes cadeaux. Puis ça, c'est aligné avec la gamification. Les gens, ils aiment ça. Parce que c'est comme tu rajoutes, puis tu sais, dans le comportement de consommateur. Je sais pas, il y a une marque là, qui me vient en tête que je trouve qu'elle a comme gâché un peu son brand. Là. C'est, que j'aime beaucoup d'ailleurs, puis c'est pas québécois, fait que ça me dérange pas de les nommer. C'est Ruggable. C'est des tapis que t'enlèves le dessus, puis que... fait que ça, quand ça a commencé, tu peux les laver. C'est vraiment le fun. C'est des tapis qui sont un petit peu plus dispendieux. Ah, puis tu les mets à laveuse. À la laveuse. Puis là, tu les remets comme le dessous, il reste. C'est comme quasiment un velcro. Puis au début, tu sais, il n'y avait pas de promotion. Fait que tu le voulais, mais là, tu étais forcé de l'acheter. Puis là, ils ont commencé à faire des 20 Mais eux, ils se battent dans la marée de tapis Etsy, puis Wayfair, puis Alibaba. Là. Puis là, aujourd'hui, son niveau aujourd'hui, là, c'est sûr que tu as un 20 Parce que là, eux, ils ont été comme pris dans de cercle vicieux-là. Mais ils ont peut-être le volume qui leur permet de faire ça maintenant. Comment tu fais pour te sortir de ce cercle vicieux-là, comme tu l'appelles? Je pense que c'est difficile. Je pense que c'est très difficile. Je pense que oui. Mais ça prend quand même des actes stratégiques qui sont importants. Ça va te prendre des nouvelles collections. Ça va te prendre quelque chose qui est peut-être un petit peu plus premium. Il va falloir que... Mais ça va prendre du temps. Puis au début, ça se peut que tu aies un moment où est-ce que ça va être crunch avec ton consommateur parce qu'il va attendre. C'est quoi la marque québécoise que tu n'as pas travaillé pour la plus sous-estimée ou que tu trouves qui fait un astique de bon job niveau brand? Moi, j'aime beaucoup Simons, les magasins. Ah oui? C'est un brand québécois fantastique. Puis, on s'entend, c'est de la grande surface, mais ils ont vraiment réinventé le concept, le choix des produits. Tu sais, pour moi, c'est un exemple de réussite par rapport à un Sears ou un Labé. Clairement, ils ont évolué. Dans le même local, aussi. Parfois. Ils ont même pris le même local au centre d'achat. Pour moi, Simons, c'est une super belle marque québécoise qui, je crois, pas sous-estimée parce que je pense que les gens l'aiment puis l'apprécient, mais j'aimerais ça la voir encore plus rayonnée. Quand t'entends Poche et Fils, c'est quoi tes attentes? Mettons, toi qui es cliente. Là, j'aime ça, c'est un petit jeu. On est dans le domaine de la gamification. C'est quoi, mes attentes comme cliente? C'est quoi tu penses que la marque te promet pour reprendre des concepts, des promesses de la marque? Bien, rapidement, c'est la personnalisation. Je vais avoir un bon service. Ça va être des produits de qualité pour les avoir déjà testés. Donc, c'est sûr que si ça n'arrive pas, bien là, je risque d'être déçue, mais ça serait mes 3 piliers. OK. C'était ça que tu pensais avant de l'avoir acheté ou possédé? Bien, moi, j'ai trouvé ça tellement cool, rapidement, que je te dirais que la marque ne m'a jamais déçue. OK. Ouais, wow. Non, puis je suis contente d'ailleurs que vous ayez été en mesure d'évoluer parce que trop souvent, on le voit, les marques à certains stades de croissance qui sont vraiment cruciaux, bien, ça passe pas le cap. Mais c'est tough évoluer. Tu sais, comme là, on parlait, on lance-tu des bas ou d'autres produits ou y a-tu des collections? Avant, on faisait beaucoup de collabs avec des artistes. Là, on est comme l'impression qu'on stagne un peu au niveau du produit ou de l'offre de la proposition de valeur. Puis là, comment se réinventer? Bien, c'est définitivement pas avec juste des promotions puis juste tout le temps le même chandail.
Ouais, parce que reste que, tu sais, le repeat dans ça, c'est quand même faible. Tu t'en achètes une fois, tu as fait un cadeau, tu t'en es pris un pour Charlie, puis après, tu sais, c'est comme le lifetime value d'un client, il est pas si élevé, là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un bout essoufflant de genre, OK, rester top of mind, créer d'autres offres. Mais tu vois, ça, je pense que ça serait une question pour votre offsite de direction qui est un peu paradoxale. On est cadeau, comment est-ce qu'on fait pour devenir récurrent? Comment on se positionne? Mais ça, ou OK, nous, notre réflexe, c'était comme on a essayé de se battre longtemps contre la saisonnalité des périodes de cadeaux, puis on se rendait compte que trouver une astique de bonne idée en mars, peut-être que notre mois de mars était 20% meilleur, mais on est aussi bien d'être 5% meilleur en juin, où ce que c'est la fête des pères, puis c'est bien, tu sais, on sentait qu'on se battait contre le courant d'essayer de briser ça, là, pas de briser, mais d'essayer de travailler contre la saisonnalité versus être all-in à ces moments-là. Définitivement. Puis ça, en stratégie, c'est ta matrice d'effort versus impact. Puis c'est vraiment important de la respecter parce que si tu mets beaucoup d'efforts sur quelque chose qui finalement t'es pas dans ton timing ou t'es pas dans ta... Ben, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ouais, puis ça décourage les troupes là, aussi. Là. Puis pendant que tu es en train de prendre ce temps-là, tu aurais pu préparer mieux la... Mais l'autre affaire aussi, si tu dis, OK, le brand, on est beaucoup gifting, OK, ben peut-être qu'on devrait offrir d'autres choses qui s'offrent en cadeau. Mais là, mettons, tu sors, je sais pas moi, des cartes de souhait personnalisées, puis ton audience ou tes clients sont là, non, ça ne fit pas pantoute. C'est quoi le danger de ça, de dire, on pense que notre brand, c'est ça, on se positionne là, mais le prochain produit qu'on sort, c'est pas pantoute ça, puis ça affecte les ventes de notre core business? Ben, c'est une gestion de risque. Puis, je te dirais que si tu me dis c'est les cartes personnalisées, je vais te dire non, fais pas ça, là, par instinct. OK. C'est bon, on y a pensé. Mais... On a même fait des appels. Ah oui? Non, moi, je n'irais pas là. Avec la digitalisation puis tout ça, là, moi, je pense pas. Tu sais, le monde est plus paperless, etc. T'envoies une carte digitale. Mais moi, j'ai aimé les bas. OK. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, dans le monde, maintenant, là, Pilates, Era, tout ça, là, d'avoir des bas personnalisés, je pense que... Ah, parce que ça entraîne en bas, ce monde-là. Oui. Fais-tu du Pilates? Mais oui, j'ai fait du Pilates. Moi, finalement, on est un brand de Pilates. Finalement, vous êtes un brand de Pilates, mais les bas, je trouve que c'est une bonne idée. Quel genre de bas? Parce que, tu sais, dans la personnalisation, souvent, ça prend de la sublimation. Puis là, ça devient un bas qui a du polyester, qui respire pas full. Tu sais, c'est des bas aussi que quand tu l'étires, tu peux voir le ben moi, je ferais des bas comme ça, là. Tu sais, style Sum 41, là, c'est ça qui est la mode, là. Mi-mollet, 2 lignes. Peut-être tu peux comme custom ce qui est écrit sur le bas en haut. Je suis un fan des bas en bambou, j'aime bien ça. Ouais. Moi, j'aime bien ça. C'est-tu des bas en bambou que non, tu c'est pas pantoute. Ça, c'est des bas d'hiver de glace. Savais-tu que t'en avais un à l'endroit, un à l'envers? Non, c'est trop fort. Ah, tu vois, ça, c'est mon brand. Y a-t-il des outils que tu utilises pour... Ça, on le garde. C'est sûr qu'on regarde ça. Je le savais pas. Je vais être super honnête, je m'habille dans le noir. Ça, c'est mon problème. Je m'habille, il fait noir quand je m'habille, parce que je me lève avant ma blonde puis les enfants. Ta fiancée, maintenant. Oui, c'est vrai. Y a-tu des outils que tu utilises pour définir puis clarifier un brand? Moi, quelqu'un qui m'avait accompagné à une année, il m'avait dit, c'est ça que j'avais imprimé, ces feuilles, il m'avait dit, OK, si t'étais un super-héros, qui tu serais pas? Si t'étais n'importe quoi, là, un resto, qui tu serais pas? Un drink, un jeu de société, peu importe, la question n'est pas importante, c'est le raisonnement derrière. Ça, moi, c'était un truc qui nous avait quand même aidé à le définir, mais y a-tu des trucs ou autres outils que quelqu'un qui écoute pourrait grabber puis utiliser de son bord? Ça fait partie des ateliers qu'on utilise en brainstorming stratégique parce que c'est tellement puissant. Tu fais sortir les gens du cadre ou du carcan de ce qu'ils connaissent. Moi, j'aime beaucoup et si tu étais comme à la place de Walt Disney. Parce que, tu sais, on parle de magie, on parle de vraiment sortir un peu des sentiers battus. On l'a souvent utilisé, cette technique-là. Après, dans les ateliers de brainstorming, là, il y en a une multitude là, qui peuvent être faits dans les sélections, dans la priorisation. Maintenant, tu peux même utiliser des applications pour voter.
Okay. Fait que même en comité de direction. Comme ça, t'es pas influencé par la voix la plus loud. Ou, Exactement. Fait que tu peux utiliser des outils comme ça pour pouvoir le faire. Il y en a une multitude, mais celui-là, c'est un excellent... un excellent outil. Là. Le framework que tu parlais un peu plus tôt, c'est de quoi qu'on a en PDF? On peut-tu accéder à ça? On peut-tu le partager à du monde? Ou? Ben, j'en parle dans mon livre. Ah, OK. Quelle page? On va se rendre. On va prendre en photo. Le chapitre sur la vision et la stratégie, c'est l'art de mettre la table. Ah, OK. Fait que celui-là, je parle que justement, définir sa stratégie, c'est un petit peu comme choisir l'ambiance qu'on veut créer, mettre la table, le centre. Ça donne faim. Il feuillette, puis... Puis il y a même le carré, là, justement. Je pourrais te le trouver. Puis j'ai le carré, justement, de la stratégie, les priorités, etc. Puis je donne des trucs et astuces sur comment faire ses choix. Parce que il y a un excellent livre, c'est Play to Win, fait que jouer pour gagner en français, qui définit justement, tu sais, comment est-ce que tu décortiques ça, une stratégie d'entreprise. Ils rentrent plus ou moins là, dans le carrier de priorisation urgent important, mais ça aide quand même à les définir. Comment est-ce qu'on bâtit une stratégie? Je trouve ça super... J'aimais bien les petites questions jeux. Je vais t'en poser une autre. Quelques questions en rafale en terminant. Ouais. C'est quoi le brand le plus surévalué au monde, selon toi? Et si tu te sens à l'aise, je te pose la même question pour le Québec. Eh là, Colin Levin. Pour le Québec, je sais pas. C'est sûrement pas Lululemon, ni Uniqlo et le genre de ce que tu parles. C'est Levi's. C'est On. Le brand le plus surévalué au monde, Nike. OK. Surévalué. Oui. Okay. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui a été bâtie sur l'idée de vendre de l'énergie, puis de se surpasser, puis de se surpasser. Mais en termes de valeur, moi, je suis pas certaine pour cette entreprise-là. Le comment, la mission, non. Je fais du pouce là-dessus. Just do it. Oui, just do it. Ouais. C'est fort, puis tu sais, pourtant, j'ai des vêtements Nike aussi, mais quand je vois un peu l'arrière-scène des décisions qui sont prises, la manière qu'ils vont traiter certains de leurs athlètes, bien là, tu vois, moi, je trouve que la marque n'est pas tant alignée avec les valeurs qu'elle écrit sur ses murs, donc c'est pour ça que je dis surévalué. Ça se reflète en bourse. Je ne sais pas si tu suis le stock de Nike, mais il est en baisse de plus de 50 % dans les quelques dernières années. Mais Nike, ça vend pas des chaussures, ça vend du dépassement de soi, comme tu dis. Oui. Je te pose une question par rapport à ça. Est-ce que les meilleures marques sont celles qui mentent le mieux sur ce qu'elles vendent vraiment? Absolument. Mais des fois, elles ne mentent pas. OK. Il faut juste choisir celles qui ne mentent pas. Ben, un bon exemple, ça va être Patagonia. OK. Patagonia, c'est une marque qui est très forte, qui est évaluée à plusieurs milliards de dollars à travers le monde, qui est basée sur des valeurs fondamentales, qui prend soin de ses employés, qui veut prendre soin de la planète, qui va faire des petites batches, justement, puis... durable. Qui est beaucoup plus durable. Ça, pour moi, c'est une marque où est-ce que son brand est très fort, il est très assumé, mais c'est vrai. Fait que je pense que t'es pas obligé de mentir. J'en ai une dernière, mais... Ah non, vas-y, j'aime ça. C'est un feu roulant. Oui! C'est chaud. Là, au Québec, là, il va falloir que... OK, mettons qu'on enlève tous les logos sur les produits au Québec. Oui. Quelles entreprises survivent? Groupe DMV. Groupe DMV. Mendy's, Mondou. Ben oui. Mais je te dirais surtout, moi, j'irais avec les jeux de couleurs. Fait que si les logos disparaissent, après, ça va être les couleurs. Mais oui, tu sais, avec les anneaux. Rouge et jaune. McDonald's. Voilà. OK. Rouge et noir. Ah, mais le logo disparaît. Rouge et noir? Non, Proxy. Excuse-moi. Brun et rouge? Tim Hortons. Je voulais dire jaune et noir. Ah, les pages jaunes? Batman. Ah, c'est vrai, lui aussi. Batman Lego. Grand fan de Lego aussi. Mais je dirais avec les couleurs. C'est bon, les couleurs. Fait que, tu sais, le turquoise, c'est David City. Nous, on est noirs, tu sais, c'est noir. Turquoise, moi, j'aurais dit Starbucks quasiment. Vert? C'est vert. Non, c'est vert. Vert forêt. Vert forêt. Vert forêt, Simons. Ah, fait que les mauve et jaune. Attends. Mauve et c'est jaune? facile, là. Moody's.
Non. Beneva. Des Simpsons. Beneva. Ah, c'est bleu, jaune. Beneva. J'avais oublié le jaune. OK. Ouais. OK. Le rouge et blanc. Banque nationale. Ben, entre autres. Le bleu, blanc et rouge. Le Canadien. Couche-tard. Couche. Fait que ouais, moi, je te dis... ben là, après, tu sais, bleu, blanc et rouge, t'as bleu, t'aurais BMO, mais si tu regardais les couleurs de BMO, ça te frappe, c'est là. Fait que moi, je pense que c'est les couleurs. Hey, on fait brun, une heure jaune, de UPS. couleurs. On fait un jeu de couleurs. C'est un quiz de couleurs. Ouais. Connais ton brand, puis tous ces brands-là commanditent. C'est même que j'atteins mon initiative. Exactement. Je vais vous en trouver, moi, des idées pour atteindre ton million en commandite. Moi, j'allais dire 100 millions. Elle a trouvé qu'on était trop bas. Mais à 100 millions comme ça, même si tu atteins 10 oui. c'est déjà 10 fois plus haut que notre première affaire. Voilà. Est-ce que tu as des shameless plugs sur n'importe... Y a-t-il une promotion en ce moment à Cage sur le tous pour un pour tous? Non, mais y a-tu des trucs que t'aimerais ça plugger? Attends, je vais réfléchir à ça, là. C'était-tu dans la liste de questions? Non, mais je vais t'en poser une aussi qui est pas dans la liste de questions pendant que tu y penses. As-tu déjà mangé les 5 L gratuites? Non. Les 8 L après 5 buts, c'est ça? Non. Ça vient-tu de toi, cette idée-là? Non. C'est du génie, ça. Mais bref. Mais tu vois, ils veulent se détacher que c'est juste pour le sport. Mais je comprends, mais ils ont quand même un dilemme que tu vas écouter la game de hockey, là, pareil. Non, moi, je suis allée pendant la promotion de la relâche pour le souper des enfants à 5 $. OK. Il y a une corrélation entre la qualité de la performance des Canadiens puis la Cage, c'est sûr. Ben oui, définitivement. Folle corrélation. Puis c'est une année exceptionnelle pour la Cage puis pour le groupe Grandio, mais cette année, principalement parce que les sports au Québec ont jamais eu autant la cote qu'en ce moment. T'sais, on va penser au baseball, au football. Il y a eu la folie des Blue Jays. Les podcasts de sport. Il y a comme eu un... On dirait qu'on est comme dans un... On parle souvent de la pandémie, là, mais maintenant, les gens ont besoin de connexion. Ils ont besoin de se rassembler autour de quelque chose qui est important pour eux. Puis le sport, puis la bouffe. Très rassembleur. Même Jay s'intéresse au hockey maintenant. Grand fan de hockey. Fait que moi, je dis toujours, tu sais, moi, le hockey, OK, mais la nourriture puis le happening du hockey ou des sports, moi, je trouve ça fantastique. Est-ce que tu penses que Cage au Sport, comme nous autres, on vit ça aussi, a évolué avec sa clientèle? Tu sais, la personne qui allait écouter le hockey là a eu des enfants, le hockey là, il faut rendre ça plus familial. Nous autres, c'est OK, la personne un peu irrévérencieuse, le Anto qui pitchait des boîtes de pizza sur le balcon d'Eugénie Bouchard qui était à l'université, maintenant a des enfants, on s'adresse maintenant à une mère. Ça, c'est-tu de quoi que tu vois évoluer comme brand ou tu restes toujours c'est à eux qu'on vend, puis c'est ça notre image, puis c'est ça notre clientèle? Ça continue toujours d'évoluer. Ça peut changer en cours de route, mais je te dirais que la Cage a ouvert ses segments pour ne plus parler seulement à la personne qui vient écouter du sport ou qui vient parce qu'il travaille sur la construction sur l'heure du dîner, prendre une bière avec son lunch, qui était peut-être un petit peu plus présent là, il y a 10-15 ans. Donc, c'est plus qu'il a ouvert ses ailleurs. Oui, parce qu'en même temps, si tu évolues, tous les business qui ont plus que 100 ans, ils vendraient quoi? Des affaires du gaz pour les morts? Non, mais tu sais. Oui. Mais oui, puis on le voit surtout avec les marques de véhicules. Tu sais, comment BMW a su garder son engouement pour la marque, avoir des voitures plus accessibles. Audi, quand ils ont leur char électrique au Québec. Ouais, non, mais ça, ils l'ont échappé. Mais l'évolution est tough. Le e-tron. Moi, mon point, c'était trop t'essayes d'évoluer avec ta clientèle, mais là, une année, je pense à la Cage à Saint-Bruno, il n'y avait plus de popcorn à Cage au Sport. Moi, j'allais là, mes enfants, ils vont là pour le popcorn. Ah, mais je te confirme que le popcorn est de retour, il est là. Mais il y a eu un moment qui n'était plus là. Faut que je le donne. Mais maintenant, ils le servent. Non, ils le servent, mais ils en servent. Mais il y a eu un moment qui n'était plus là. Est-ce que c'est comme, on a fait une erreur, on retourne? Ouais. Jouez-tu dans le sel pour qu'on... Jouez-vous dans le sel pour qu'on boit plus? Non. Il est salé. Ouais. Il est bon. Là. Mais c'est salé du popcorn, c'est bon. Ouais. Non. Moi, il faut que je limite mes enfants. Trop salé. Il est salé que tu t'en souviens qu'il est salé. Mais c'est comme les frites du McDo, là. Ils sont salés. C'est salé. La S'ils sont différence, pas salés, là, c'est pas bon. La différence, c'est qu'ils vendent pas de bière au McDo. Puis
Ouais. À la cage, c'est rendu que même mes enfants ont goût de boire de la bière tellement que c'est salé. Mais non, je pense pas. Il est pas trop salé. Non. C'est comme Mandy, ils sont pas trop chers. Non. Ils sont juste assez. Ouais. Moi, je veux de la pomme grenade dans ma... Tu sais, je veux me sentir... C'est des petits morceaux de rubis. Oui, exact. Ça, c'est le son de la pomme grenade. Fait que, dans le fond, là, as-tu quelque chose à plugger? C'était ça ma question originale. Ben, en fait, qu'est-ce que je pourrais plugger? Tout. Ben, je peux tout plugger. Il y a quelque chose qui arrive à mon chien. S'il y a quelque chose qui arrive à ton animal, ton chat, ton chien, mais même à Québec, maintenant, on fait les exotiques. Fait que les lapins, les perruches, name it. On a un médecin vétérinaire spécialisé en médecine exotique. Donc, bien évidemment, je vais dire... DMVet. DMVet. Il y a les cliniques Passionimo aussi qui font partie de notre regroupement... Donc, que je salue d'ailleurs, qui sont des vétérinaires fantastiques au Québec qui font partie de notre grande famille du regroupement. Puis sinon, ben, je vous encourage, là, si vous avez aimé ça, à acheter mon livre. Ben oui. Ben oui. Le goût de diriger. Nous, on fait souvent des... pas souvent, mais on fait tout le temps un genre de retour sur nos épisodes, soit par des clips ou des prises de conscience qu'on a. Fait que on va le lire, puis on va en faire... Ben oui, si vous aimez ça... ben oui. C'est sûr. Mais moi, j'ai eu la chance de te voir aussi en conférence. Fait que il y a sans doute une partie de ça, mais là, de l'avoir en script. En condensé. Ouais. Nous aussi, on a un cadeau. Ben oui. Le livre Lambeau de François-Frédéric Bérubé. Il va te le premier audiobook imprimé. Ça, il y a des conseils. Oui. Ça, là-dedans. Là. Il n'y a pas de recettes, mais il y a des recettes du succès. Ça, j'adore ça. Once you go first class, you never go back. Exact. Je suis d'accord. Je suis allé une fois first class. D'accord. Je suis go back. T'es go back? J'ai regardé mon relevé de carte de crédit. I went back. Mais merci beaucoup pour ta générosité, tous les conseils. Puis on a hâte de suivre l'évolution de cette carrière très, très, très impressionnante. Puis, merci. C'est ça qui est tough quand tu as plusieurs chapeaux. On te demande une shameless plug, mais là, tu en as tellement que... Ben oui, c'est mais ça. là, elle nous entend pas, mais elle travaille pour un réseau de vétérinaires, donc tout du monde qui ont des animaux. Donc du monde qui aussi porte des t-shirts. Acheter. Ce monde-là, je pense qu'il porte aussi. Oui, c'est ça. C'est à suivre. Hey, merci la gang.